Eh bien, bonjour. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter un algorithme sur la somme des termes d'une suite arithmétique. Alors, cette vidéo est de niveau première générale. La somme des premiers termes d'une suite arithmétique obéit à la formule suivante. S égale le nombre de termes multiplié par le premier terme plus le dernier terme, le tout divisé par 2. Alors, j'ai déjà effectué une vidéo sur la somme des termes d'une suite arithmétique. Vous pourrez la consulter. Dans cette vidéo, je détaille cette formule, je la démontre. Donc si vous n'êtes pas très à l'aise avec cette formule, vous pouvez donc consulter cette vidéo. Par exemple, calculons la somme des termes suivants. S égale 8, plus 13, plus 18, plus ainsi de suite, plus 203, plus 208. Il s'agit de la somme des termes d'une suite arithmétique de raison 5 et de termes extrêmes 8 et 208. Donc le premier terme, c'est bien 8, le dernier terme, c'est bien 208, et pour passer d'un terme à l'autre, il suffit d'additionner 5. C'est pour ça qu'on dit que c'est une suite arithmétique de raison 5. Alors, l'inconnu pour l'instant dans cette formule, c'est le nombre de termes. Pour calculer le nombre de termes, je vais utiliser l'image suivante. On imagine une clôture qui commence à 8 mètres d'un point de départ et qui finit à 208 mètres. Et je mets un piquet tous les 5 mètres. Voilà comment j'imagine, comment je modélise par une image ma suite arithmétique de raison 5. Chaque piquet va correspondre à un terme de la suite. Si je veux déterminer le nombre d'intervalles, c'est pas compliqué. Il suffit que je détermine la longueur de ma clôture, 208 moins 8, c'est-à-dire 200 mètres, et je divise par la longueur d'un intervalle, c'est-à-dire 5. J'obtiens 40 intervalles. Pour avoir le nombre de piquets, eh bien c'est pas compliqué, le nombre de piquets est égal au nombre d'intervalles plus 1. Ça fait donc 40 plus 1, 41. J'ai donc ici 41 piquets, j'ai donc 41 termes de ma suite. Le nombre de piquets, qui est égal au nombre de termes de la suite, est donc égal à 41. On a donc au final S qui est égal à 41 multiplié par 8 plus 208, le tout divisé par 2, et cela me donne 4428. S qui est égal à 8 plus 13 plus 18 plus ainsi de suite plus 203 plus 208 est donc égal à 4428. On va voir maintenant l'algorithme qui va me permettre de calculer cette somme. Alors, première méthode, je connais le nombre de termes, le premier terme est la raison de ma suite arithmétique. J'ai ici un programme en Python qui va me permettre de calculer la somme des n termes de ma suite arithmétique. Ce programme va me permettre de faire ce calcul quelle que soit la suite arithmétique. À partir du moment que je connais le nombre de termes, le premier terme et la raison de ma suite arithmétique, je vais donc pouvoir tester ce programme sur l'exemple précédent que j'ai traité, et on pourra vérifier, car j'ai déjà effectué le calcul, si mon programme fonctionne bien. On va d'abord voir en détail les trois paramètres de ma fonction Python, somme arithme. Donc, j'ai un premier paramètre U qui correspond au premier terme U0 de ma suite arithmétique. J'ai ensuite N qui correspond au nombre de termes de ma suite arithmétique que je vais utiliser pour la somme. Et enfin, j'ai R qui correspond à la raison de ma suite arithmétique. Alors ici, on initialise la variable somme en lui affectant le premier terme de la suite arithmétique, U0. On utilise ici une boucle bornée. Dans cette boucle bornée, I est une variable qui prend chacune des valeurs de 1 à n-1 avec un pas de 1. On a ici la variable I. Je vous rappelle que la fonction Python range va générer une liste d'entiers naturels à partir de 1 jusqu'à n-1 avec un pas de 1. Alors, ça tombe bien que ça s'arrête à n-1. Pourquoi? Parce qu'en fait, n correspond au nombre de termes. Si l'on reprend le cas précédent, le cas particulier que j'ai traité précédemment,
j'avais 41 termes. Si je démarre de U0, l'indice I correspond ici à 0, je vais jusqu'à U40, c'est-à-dire je vais jusqu'au l'indice 40. Hein. J'ai 41 termes, donc ça veut dire que je pars de U0 et je vais jusqu'à U40. Donc ça tombe bien, effectivement, que je m'arrête à N-1. C'est pour ça que j'ai utilisé cette fonction range. On calcule ici le terme suivant de la suite, hein, puisque alors quand on démarre, on va avoir U0 et on va pouvoir calculer U1 en lui ajoutant la raison. Et après, on va pouvoir répéter donc cette boucle. Ici, on ajoute à la somme le terme qui vient d'être calculé. On affecte une valeur aux trois variables U, N et R. Alors, j'utilise plusieurs fonctions. J'utilise d'abord la fonction input qui va me permettre de transformer la valeur que je viens de rentrer et qui va la stocker et qui va l'affecter à la variable U, mais en tant que chaîne de caractères. Je vais donc utiliser cette deuxième fonction pour transformer la chaîne de caractères en un nombre flottant. Donc ici, la ligne de code 8 correspond en fait à l'affectation du premier terme dans la variable U. Hein. Je vais rentrer un premier terme et cela va être affecté à la variable U. Ensuite, j'ai ici n qui correspond au nombre de termes. Là, par contre, je vais utiliser la fonction int qui va transformer la chaîne de caractères en un nombre entier. Et là, encore une fois, je vais utiliser la fonction float pour transformer la chaîne de caractères en un nombre flottant. Hein, je répète encore une fois que la fonction input va me permettre de stocker dans la variable la valeur que je rentre, mais elle va me la stocker sous forme de chaîne de caractères. Je vais donc être obligé d'utiliser float pour convertir cette chaîne de caractères en un nombre flottant, et ici int pour convertir cette chaîne de caractères en un nombre entier. Et ensuite, on appelle la fonction et on affiche le résultat à travers print. Ça va appeler la fonction qui va me renvoyer le résultat que je vais pouvoir après afficher. On va voir maintenant, à travers une simulation, le fonctionnement en détail de ce programme. Donc voilà, j'ai tapé mon programme à l'aide du logiciel Python Tutor. Ce logiciel qui est gratuit en ligne va me permettre de visualiser en temps réel l'état des différentes variables de mon programme et je vais pouvoir ainsi tester si les calculs que j'ai effectués en début de vidéo sont bons. Alors pour lancer mon programme, j'appuie sur Visualise exécution. On arrive ici à la ligne où je définis ma fonction SOMArythme et lorsque j'appuie sur Next, voilà, on voit que le programme en fait reconnaît dans la mémoire principale la fonction que je viens de définir, SOMArythme. Ensuite, on passe directement à la ligne 8, puisque la fonction SOMArythme n'a pas encore été appelée. Donc je passe directement à la ligne 8, et à ce moment-là, le programme me demande de rentrer le premier terme. Je vous rappelle que le premier terme valait 8, hein, d'après mon exemple. Donc voilà, j'affecte cette valeur à la variable U. Donc on voit ici que U possède la valeur 8. Ensuite, le programme me demande de rentrer le nombre de termes. Le nombre de termes était de 41. Ça va m'affecter cette valeur à la variable n. Voilà, ici on voit que la variable n possède la valeur 41. Et ensuite, le programme va me demander de rentrer la raison de ma suite. Cette suite avait une raison de 5. Donc voilà, d'après ce programme. Voilà, ici donc R est égal à 5. Donc je suis encore ici dans la mémoire principale de mon programme. À partir de la ligne 12, je vais appeler la fonction SOMArythme, je vais effectuer les calculs et je vais ensuite afficher le résultat. Donc on va appuyer sur Next. Voilà, on appelle la fonction SOMArythme. En appelant cette fonction, on définit une zone mémoire dans laquelle la fonction va travailler. Et on va voir que dans cette zone mémoire, les variables U, N et R sont des variables locales qui ne sont plus en contact avec les valeurs des variables globales. Parce que là, ici, U, N et R, on dit que les variables sont globales. Ici, U, N et R sont des variables locales. En effet, on va voir l'évolution. J'appuie sur Next. Qu'est-ce que je dois effectuer? Je dois affecter la valeur de U à la variable S. Donc ici, vous voyez, S possède maintenant la valeur 8, c'est-à-dire que S possède la valeur de U0. Je rappelle que le U au départ, c'est U0, c'est le premier terme. Alors ensuite, I va commencer à prendre une valeur, c'est-à-dire que I vaut maintenant 1. Et je vais demander, donc je rentre dans la boucle pour,
et je vais faire U0, puisqu'à ce moment-là, U vaut 8, c'est U0, je vais lui ajouter la raison, je vais affecter ça à la variable U, et je vais obtenir ainsi U1. En faisant ça, j'obtiens ici U1 qui est égal à 13. On voit que le U reste toujours à 8 dans la mémoire principale de mon programme. Alors, j'effectue la somme donc ici. Donc S est égal au départ à U0. Je vais lui ajouter U1. Et donc le S va prendre comme valeur les valeurs U0 plus U1. Je vais obtenir une somme partielle qui va correspondre à U0 plus U1. Regardez, j'effectue ici Next. Donc on a fait ici la somme, donc 13 plus 8, on obtient 21. Donc on obtient S qui est égal en fait à U0 plus U1. Et ensuite, on revient au début de la boucle, puisque la boucle, normalement, elle va s'arrêter lorsque I sera égal à N-1, c'est-à-dire I égale à 40, puisque N vaut 41. Donc, ici, I vaut 2. Je fais maintenant U qui est égal à 13 qui correspond à U1. Je vais lui ajouter R pour obtenir au final U2. Donc, en faisant la somme, ici, voilà, j'obtiens 18. Ça, c'est la valeur U2. U prend la valeur U2. Ensuite, je prends ici S, 21, qui correspond à la somme partielle U0 plus U1, et je vais lui ajouter U2, c'est-à-dire 18. Et je vais obtenir au final 39. Et de nouveau, je recommence ma boucle. Ici, cette fois, I va être égal à 3. Donc, je vais de nouveau faire U2 qui est égal à 18, je vais lui ajouter la raison qui vaut 5. Et U va devenir égal, en fait, à U3. Je vais obtenir, en fait, U3 qui vaut 23. 18 plus 5 égale à 23. Ensuite, dans la somme, ici, j'ai 39, ça correspond à U0, U1 plus U2. Je vais donc lui ajouter U3, et je vais obtenir la nouvelle somme, qui vaut 62, et donc 62, ça sera donc U0 plus U1 plus U2 plus U3. Je reviens de nouveau au niveau de la boucle, au début de la boucle, pardon, et cette fois, I devient égal à 4, et encore une fois, je vais calculer U4, je prends ici U3 qui est égal à 23, je lui ajoute 5, et donc U4 égale 28. Le U4, je vais lui ajouter à S. Dans S, j'ai U0 plus U1 plus U2 plus U3. Je vais obtenir la nouvelle somme, ici 90, qui va donc correspondre à U0 plus U1 plus U2 plus U3 plus U4. Et ainsi de suite. Donc si je pousse le programme jusqu'au bout, j'appuie ici sur Last. Voilà, j'obtiens bien somme des termes égale 4428. Donc c'est cohérent par rapport au calcul que j'avais fait en début de vidéo. Si maintenant je reviens un petit peu en arrière, ici, voilà, je vais revenir avec, on va prendre par exemple I égale à 38, d'accord? I est égal à 38, donc ici on a U38 qui vaut 198, I passe à 39, donc je vais calculer U39, je prends ici U qui correspond à U38, je lui ajoute 5, et je vais donc obtenir U39, c'est-à-dire 203. Je vais lui ajouter la somme partielle qui correspond en fait à U0 plus U1 plus U2 plus U3 plus donc U38 et je vais lui ajouter U39. J'obtiens donc la somme partielle suivante, 4220. Je vais de nouveau au début de la boucle pour. I va passer donc à 40. Je vais donc ajouter ici U qui correspond à U39, je vais lui ajouter la raison, et je vais donc obtenir U40 qui vaut 208, c'est bien le dernier terme. Ensuite, la somme partielle qui vaut 4220, je vais donc ajouter U40, c'est-à-dire 208, et j'obtiens la somme totale, c'est-à-dire U0 plus U1 plus U2, plus au final U39 plus U40, c'est-à-dire je vais obtenir 4428. Là, je reviens de nouveau au début de ma boucle pour, or elle va s'arrêter puisque normalement le range il va s'arrêter à 40, donc I est au maximum. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'arrive au return, c'est-à-dire que ça va me renvoyer la valeur qu'a calculée ma fonction. Voilà, return value, qui est de 4428. Et lorsque je vais renvoyer et afficher, puisqu'en fait print va m'afficher le résultat, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, voilà, le résultat s'affiche, somme de termes égale 4428, et on voit que la zone mémoire qui a servi donc au calcul, la zone mémoire locale qui a servi à ma fonction SommaRhythm pour faire ses calculs, eh bien cette zone mémoire, elle a disparu, et U est toujours égal à 8, alors que je vous rappelle qu'à la fin de la boucle, U était égal à 208. Donc ces variables locales
ici, voilà, ça, cet espace mémoire qui correspond en fait à un espace mémoire avec des variables locales, eh bien, lorsque le calcul est fini, ça va être effacé par le programme, et qu'est-ce qui va rester au final? Il va me rester, voilà, la mémoire principale de mon programme, avec U qui est égal à 8, N qui est égal à 41, et R qui est égal à 5. Et on voit ici que le résultat somme des termes qui est égal à 4428 est bien cohérent par rapport au calcul que j'ai effectué. On va voir maintenant une deuxième méthode qui va me donner un deuxième algorithme pour calculer la somme des termes d'une suite arithmétique. Je suis dans la situation où je connais le premier terme, le dernier terme et la raison de ma suite arithmétique, mais je ne connais pas le nombre de termes que je dois sommer. Pour vérifier cette somme avec un algorithme en ne connaissant pas le nombre de termes, on écrit alors une boucle conditionnelle. Une boucle conditionnelle, je répète, on l'utilise lorsqu'on veut répéter plusieurs fois un calcul, mais qu'on ne connaît pas a priori le nombre de fois que l'on doit répéter le calcul. On a vu précédemment qu'avec une boucle pour, avec ce qu'on appelle aussi une boucle bornée, on connaît à l'avance le nombre de fois que l'on peut répéter le calcul. Donc on n'a pas ce souci-là. Là, on ne connaît pas a priori le nombre de fois que l'on doit répéter le calcul. On utilise donc une boucle conditionnelle qu'on appelle aussi une boucle non bornée. Alors, une boucle conditionnelle dont le critère d'arrêt est U inférieur ou égal à l'avant-dernier terme, et non U inférieur ou égal au dernier terme, avec évidemment l'avant-dernier terme qui correspond à quoi? Ben, c'est le dernier terme moins la raison. C'est ça l'avant-dernier terme. Alors en effet, quand on effectue la dernière boucle, on calcule alors le terme qui suit l'avant-dernier terme, puisqu'on a imposé ça comme condition d'arrêt, soit le terme que l'on ajoute à la somme S. Je répète que quand on effectue la dernière boucle, on calcule alors le terme qui suit l'avant-dernier terme, soit le dernier terme qu'on en ajoute à la somme S. Alors pour un peu mieux comprendre, on va voir en détail cet algorithme. Donc voilà, j'ai ici ma fonction somme, qui s'appelle donc somme arithme, avec le premier paramètre U, qui correspond, c'est le premier terme. Ici, W, c'est le dernier terme. Et R, c'est la raison de ma suite arithmétique. Donc ici, on initialise la variable somme en lui affectant le premier terme de la suite arithmétique. On a ici la boucle non bornée, la boucle tant que, while, avec ici comme critère d'arrêt U inférieur ou égal à W moins R, c'est-à-dire U inférieur ou égal à l'avant-dernier terme. Quand U sera égal à l'avant-dernier terme, on va effectuer une dernière fois ce calcul, c'est-à-dire qu'avec U plus R, on va donc calculer le dernier terme, et ce dernier terme, on va lui ajouter la somme partielle, et on va pouvoir calculer la somme finale. Donc c'est ça la différence avec la boucle pour, avec une boucle bornée, c'est lorsqu'on ne connaît pas a priori le nombre de fois que l'on doit répéter le calcul. Alors ici, on affecte une valeur aux trois variables, ça on l'a déjà vu, et enfin, on appelle la fonction et on affiche le résultat. On va voir maintenant en simulation ce programme. Donc voilà, j'ai tapé mon programme à l'aide du logiciel Python Tutor. On va lancer donc le programme avec visualise exécution. On a ici donc, on démarre comme précédemment en appuyant sur Next. Voilà. La fonction somme-arithme est reconnue dans la mémoire principale du programme. Ensuite, on va directement à la ligne 8 où on va me demander, le programme va me demander de rentrer le premier terme qui correspond donc à 8. Voilà, et on va affecter, donc le programme va affecter la valeur 8 à la variable U. Voilà, c'est ce qui se passe. U possède la valeur 8. Ensuite, on me demande de rentrer le dernier terme. Donc le dernier terme, c'était 208, le dernier terme de la somme. 208. Donc voilà. Ici, donc W égale 208. On me demande maintenant de rentrer la raison. Donc la raison qui vaut 5. Et voilà, j'ai affecté à la variable U la valeur 8. J'ai affecté la valeur 208 à la variable W et la valeur 5 à la variable R. Je suis toujours dans la mémoire principale de mon programme, dans ce qu'on appelle le cadre principal, le global frame. Alors ici, à la ligne 12, je vais donc appeler ma fonction, je vais effectuer le calcul et ensuite la fonction va me renvoyer le résultat que je vais afficher.
Donc j'appuie ici sur Next. Voilà, j'appelle ma fonction, je définis ici pour ma fonction une zone de mémoire locale, hein, une zone dans laquelle je vais travailler avec ma fonction SOMMARITHME. U, W, R vont devenir ici des variables locales. Cette zone mémoire réservée à SOMMARITHME va me permettre donc de faire mes calculs. L'image qu'on peut se donner, c'est un peu comme un brouillon, hein, puisqu'à la fin du programme, je vous rappelle, tout ça va être effacé et on va revenir à la mémoire principale du programme. Donc c'est un peu comme si notre ordinateur, comme si notre programme utilisait un brouillon pour faire les calculs de la fonction SOMMARITHME. Donc on commence ici avec l'affectation de la valeur de U à la variable S. Donc on voit, voilà, S donc, possède la valeur 8 qui correspond à U0 au premier terme. On teste ici, c'est la condition de la boucle tant que, de la boucle while, U inférieur ou égal à W, c'est-à-dire 208 moins 5, c'est-à-dire 203. Donc évidemment, puisque U vaut 8, il est inférieur ou égal à 203. On peut donc passer à l'étape d'après. On lui demande ici de prendre U qui correspond dans notre première situation à U0 et de lui ajouter la valeur de la raison. Et on va donc obtenir U1. Donc j'obtiens ici U1 qui est égal à 13. Ensuite, comme dans le programme précédent, on va effectuer la somme. J'ai ici une somme partielle qui correspond à U0, je vais lui ajouter U1, et j'obtiens une deuxième somme partielle qui va correspondre à U0 plus U1. Donc voilà, et je vais obtenir, voilà, 21. Je continue, U est égal à 13, il est inférieur ou égal à 203, on peut donc rentrer dans la boucle. On va cette fois donc calculer U2, donc je vais faire U1 qui vaut 13 plus la raison qui est égale à 5. Je vais obtenir U2 qui vaut 18. Ensuite, je vais effectuer la somme partielle, c'est-à-dire j'ai U0 plus U1, je vais donc lui ajouter encore U2. Donc ça va faire U0 plus U1 plus U2 qui va donc être égal à 39. Hein. Je répète, ici 21, je lui rajoute 18 et je vais obtenir 39. Si maintenant je pousse le programme jusqu'au bout, hein, comme précédemment, donc je vais faire ici last. On voit que j'obtiens encore somme des termes 4428, donc c'est toujours cohérent. On va remonter un petit peu en arrière pour voir ce qui se passe. Hein. On va remonter avec, par exemple, un U qui va être égal, on est ici à 198, on va prendre, voilà, 193. Donc quand U est égal à 193, en fait, ça correspond à U37. D'accord, c'est U37. On rentre donc 193, c'est inférieur ou égal à 203, donc on peut encore rentrer dans la boucle, hein, la condition d'arrêt est respectée. Ici, donc j'effectue U plus R, donc 193 qui est égal à U37, je lui ajoute, hein, je répète ici, regardez, on avait donc 193 qui correspondait à U37, je vais lui rajouter la raison, et je vais donc obtenir U38. C'est-à-dire 198. Je vais ensuite, j'ai ici une somme partielle qui correspond à U0 plus U1 plus U2 jusqu'à donc U37. Je vais donc lui ajouter U38. Et j'obtiens de nouveau une somme partielle qui est égale à 4017. 198 est inférieur ou égal à 203. Je peux donc de nouveau rentrer dans la boucle. J'ajoute 198 à R. Alors je rappelle que 198, ça correspond à U38. Je vais lui rajouter la raison et je vais donc obtenir U39. U39 est donc égal à 203. Je vais U39 l'ajouter à la somme partielle S qui vaut 4017 qui correspond à U0 plus U1 plus U2 plus jusqu'à U38. Je vais donc lui ajouter U39. Je vais obtenir la nouvelle somme partielle qui va être de 4220. Je vois ici que j'ai U hein, qui correspond à U39, qui est inférieur ou égal à 203. Hein, 203, c'est bien inférieur ou égal à 203. Donc, je vais pouvoir faire de nouveau le calcul. J'effectue ici, donc, U plus R, U39 qui est égal à 203, je lui ajoute la raison et j'obtiens U40, c'est-à-dire 208. Donc, ici, U vaut U40. J'effectue maintenant la somme partielle, 4220, c'est-à-dire la somme de U0 plus U1 plus U2 jusqu'à U39, je vais lui ajouter U40, c'est-à-dire 208, et j'obtiens bien 4428. Et là, comme U est égal à 208, on voit bien que
ça ne respecte plus la condition U inférieure ou égale à 203, puisque 208 est supérieur à 203. Donc cette fois, la boucle s'arrête. Ça va me retourner, donc la fonction avec le return va me retourner la valeur. C'est ce que j'obtiens ici, return value. Et la fonction print ici va ensuite m'afficher le résultat, hein, puisque c'est ce qui va se passer. Le résultat va s'afficher, somme des termes égale 4428. Et on voit bien que l'espace mémoire utilisé par ma fonction SOMMARITHME s'est effacé, et donc U n'est pas égal en fait à 208, mais U est toujours égal à 8. Donc voilà, j'ai pu ainsi vous expliquer avec un deuxième algorithme comment on pouvait faire la somme des termes d'une suite arithmétique. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors pour élaborer cette vidéo, je rappelle que je me suis servi du livre de Paul Milan, Algorithmes à savoir ou à découvrir, un excellent livre, très bien pour des élèves de lycée ou pour des élèves de L1 qui voudraient se remettre à niveau en algorithmique. Donc voilà, je vous conseille cet ouvrage. Et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.